Bienvenue à toutes et à tous sur Apivisio pour ce nouveau rendez-vous en direct dès mardi de l'Agir Carco. Droits et avantages à se reconnaître aidant, tel est le thème de cette visioconférence aujourd'hui. Et avant de rejoindre nos invités qui nous attendent dans cette salle de visioconférence, je souhaite vous présenter une petite vidéo d'introduction qui a été concoctée par Frédéric Decherf, directrice de l'action sociale Agir Carco. On la découvre ensemble et on se rejoint dans moins de 2 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. En France aujourd'hui, on compte 11 millions d'aidants. Les aidants, ce sont des personnes qui au quotidien accompagnent une personne qui avance en âge, une personne âgée, un parent, qui accompagne quelqu'un de malade ou quelqu'un en situation de handicap. Dans ces 11 millions d'aidants, la moitié d'entre eux se trouvent en activité professionnelle. Et avec le vieillissement de la population, cette situation ne va pas aller en se réduisant. L'aidance, c'est un sujet compliqué, c'est un sujet difficile à appréhender. C'est souvent source d'inquiétude, de stress, souvent de culpabilité. C'est pour ça que le régime Agir Carco a souhaité proposer un certain nombre d'actions, une mise à disposition d'informations pour faciliter le quotidien des aidants. Nous avons créé, il y a maintenant quelques années, une plateforme digitale qui s'appelle Ma Boussole Aidant, à destination des aidants et de leurs proches, pour vous donner de l'information sur les services existants, par exemple pour vous reposer, pour vous ressourcer, les services qui existent autour de chez vous. Il y a aussi des informations sur les aides financières auxquelles vous pouvez avoir droit. Cette conférence, elle est pour vous. J'espère qu'elle vous apportera toutes les informations, toutes les idées qui vont vous permettre de mieux vivre votre quotidien. Bonne conférence à vous. On remercie bien sûr Frédéric Decherf pour l'organisation de cet événement et toute l'équipe de l'Agir Carco qui se démène chaque semaine pour vous présenter ce cycle de visioconférence. Et en parlant de l'Agir Carco, nous accueillons tout de suite dans cette salle Christelle Collot qui est avec nous pour faire l'introduction de cette nouvelle visioconférence. Bonjour à vous. Bonjour Rémi, merci. Valentin également de l'Agir Carco. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à ce 3e webinaire des mardis d'Agir Carco dédié aux aidants, donc droits et avantages à se reconnaître aidant. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Anne Sibilo, qui est responsable du déploiement de Ma Boussole Aidant et qui va vous faire découvrir l'importance de se reconnaître aidant. Et elle vous proposera une démonstration de l'outil Ma Boussole Aidant. Hélène Raza, qui elle est consultante en ressources humaines et responsabilité sociale des entreprises, vous développera dans un second temps les avantages légaux à chaque étape de la vie d'aidant. Merci du coup d'être avec nous pour ce moment d'échange et de partage. Tout au long de ce parcours, vous pourrez vous appuyer sur un livret ressources que nous avons préparé pour vous, pour trouver en fait le lien sur le site Apivisio, sur lequel vous aurez des informations sur les sites internet, les éléments saillants de cette visioconférence. À présent, nous vous proposons un quiz de connaissance de 5 questions et je laisse la parole à Anne Sibilo maintenant et je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup Christelle et merci beaucoup Sylvie également. Sylvie, on vous retrouvera pour la fin de cette visioconférence pour réaliser la conclusion. Merci Christelle pour cette belle introduction et ces petits mots qui nous mettent déjà bien dans l'ambiance de cette visioconférence. Et effectivement, un petit quiz vous a été préparé pour ce matin avec quelques questions rapides auxquelles vous pouvez répondre. On vous rejoindra bien sûr Christelle et Sylvie dans quelques instants. Je vous laisse désactiver caméra et micro. En attendant, je laisse à tous nos participants la possibilité de répondre à ces questions. Quel est l'âge moyen d'un aidant d'après vous? Une seule réponse possible, 15-24 ans, 25-35, 35-49, 50-64 ou bien 65 et plus. À partir de quel âge peut-on être aidant? Est-ce que c'est à partir de 5 ans, de 12 ans, de 18 ans? Quelle est la proportion d'aidants chez les mineurs? Est-ce que c'est 1 sur 100, 1 sur 50 ou bien 1 sur 20? Quelle est la part d'aidants adultes actifs? Est-ce qu'on parle de 50, 70 ou 90%? Et dernière question, quel est le temps d'aidance moyen hebdomadaire selon l'Observatoire OSIRP 2023
2023. Est-ce que c'est 5h,3 par semaine, 7,5 ou bien 9,8 heures par semaine d'aidance? N'hésitez pas à vous positionner sur ce petit questionnaire. Et pour interpréter les résultats, nous allons demander dans quelques instants à Hélène Raza de pouvoir nous rejoindre pour faire le résultat de ce petit sondage et nous donner bien sûr les bonnes réponses. Bonjour à vous Hélène Raza, merci d'être avec nous en direct. Bonjour. Alors Hélène Raza, vous êtes consultante et juriste chez HR Conseil. Alors pardon pour le mauvais anglais, j'imagine qu'on doit prononcer HR Conseil normalement. Non, pas HR, spécialement. tout simplement. On va rester sur le français de manière très simple. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup à vous, Hélène Raza, d'être avec nous, en tout cas en direct dans cette salle de visioconférence. Dans quelques instants, on va pouvoir interpréter ensemble les résultats de ce sondage et on vous retrouvera ensuite pour la deuxième partie de cette visioconférence après l'intervention d'Anne Sibilo qui sera également avec nous en direct dans quelques secondes. Et n'hésitez pas, comme je le redis encore une fois, à poser toutes vos questions dans le chat en bas à droite de l'écran et nous prendrons le temps à la fin de cette visioconférence pour les poser directement à nos intervenantes de manière à ce que vous puissiez avoir les réponses adaptées à votre questionnement. Alors, merci à toutes et tous déjà de vous être mobilisés rapidement pour répondre à ce petit quiz. Les résultats sont déjà assez significatifs. On va pouvoir les interpréter en direct. Alors, pour la première question, quel est l'âge moyen d'un aidant? À presque 50% d'entre vous, 46%, c'est la majorité. Vous avez sélectionné de 50 à 64 ans. Est-ce que c'est bien l'âge moyen d'un aidant, Hélène Raza? Oui, effectivement, c'est l'âge moyen. 31% des aidants se retrouvent dans cette tranche d'âge. Eh bien, félicitations à toutes celles et ceux qui avaient la bonne réponse. Ensuite, la réponse qui est arrivée en deuxième position, pour 15% d'entre vous, c'était les 35-49 ans. Est-ce qu'on a une explication peut-être pour laquelle c'est la réponse la seconde la plus sélectionnée? Oui, bien sûr, effectivement, les 35-49 ans représentent 26% des aidants, donc on n'est pas très loin. En fait, aujourd'hui, on parle de génération pivot, c'est-à-dire la génération entre 35-65 ans, qui va effectivement être la génération la plus concernée par la problématique de l'aidance. Merci beaucoup. On en parlera bien sûr de manière plus approfondie au cours de cette visioconférence. Deuxième question, à partir de quel âge peut-on être aidant? Là, c'est déjà un petit peu plus mitigé. 12% pour 5 ans, 30% pour 12 ans, 31% pour 18 ans. Donc, ce serait les 18 ans, la majorité légale pour être aidant. Alors, quelle était la bonne réponse, Hélène Raza? Eh bien, la bonne réponse, c'est 5 ans. On considère qu'à partir de 5 ans, un enfant peut se retrouver dans une situation où il a les capacités de venir en aide à un proche. Et donc, effectivement, les mineurs sont concernés par la situation d'aidance et on verra tout à l'heure qu'il y a des dispositifs mis en place spécifiquement pour les accompagner. C'est merveilleux quand même de pouvoir mettre ces dispositifs en place, même si c'est quand même assez dommage de devoir les mettre en place pour des personnes de 5 ans. En tout cas, je pense que cette réponse a dû surprendre plus d'une personne dans la salle de visioconférence. Troisième question, quelle est la proportion d'aidants chez les mineurs? 1 sur 100, 1 sur 50, 1 sur 20. C'est 1 sur 100 qui a été sélectionné. Quelle était la bonne réponse? Eh bien, la réalité, c'est que 1 mineur sur 20 est aidant aujourd'hui, ce qui représente en moyenne un enfant par classe. C'est pour ça que c'est une situation à laquelle il faut que l'on soit vigilant pour bien accompagner les jeunes dans leur progression personnelle et éviter que l'aidance ne les mette en difficulté personnelle dès le plus jeune âge. Et chez les adultes actifs, la proportion d'aidants la plus sélectionnée dans cette salle a été 50%. Est-ce que c'était la bonne proportion? Alors, on est plutôt à 70% d'actifs au total, qui représentent les aidants. Alors, quand on parle d'actifs, en fait, ce sont les personnes qui ne sont pas encore en retraite et qui ont déjà en fait l'âge d'avoir une activité professionnelle. Ils peuvent avoir suspendu leur activité professionnelle pour aider un proche, mais ils vont rentrer dans cette catégorie. Ce sont quand même des chiffres assez importants, hein, on va quand même le souligner. Et la dernière question, le temps d'aidance moyen hebdomadaire révélé par l'Observatoire OSIRP en 2023. Vous avez majoritairement sélectionné 9h08 par semaine. Est-ce que c'était la bonne réponse? Et oui, c'est effectivement la bonne réponse. C'est la durée moyenne d'aidance aujourd'hui en France pour l'accompagnement de ses proches. Merci beaucoup Hélène Raza d'avoir été avec nous pour l'interprétation de ces résultats. On vous retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de la visioconférence. Et nous allons tout de suite accueillir Anne Sibilo qui est également avec nous en direct dans cette salle de visioconférence. Bonjour à vous Anne. Bonjour.
Anne Sibilo, vous êtes responsable des activités fédérales et directrice du pilotage de l'action sociale au sein du réseau Clésia. Merci d'être avec nous dans cette salle de visioconférence en direct. Je mets tout de suite votre document à l'écran et je vous laisse la main pour présenter cette visioconférence. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Ouais, merci beaucoup, à tout à l'heure. Donc, droit et avantage à se reconnaître aidant. Donc aujourd'hui, il faut considérer en fait que l'importance de se reconnaître aidant a surtout en fait deux raisons. Déjà de mieux accompagner son proche et aussi préserver son bien-être. En tant qu'aidant, nous allons le voir en fait, cette situation peut générer donc de la fatigue, de l'épuisement. Donc par conséquent, pour bien prendre soin de son proche et bien prendre soin de sa santé, il est important de se reconnaître aidant. Donc, qui sont aujourd'hui les aidants? Vous allez voir en fait que lors de ma présentation, c'est plutôt de se dire en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui s'ignorent, beaucoup de personnes en fait qui considèrent cette situation, cette posture comme étant naturelle, alors que ce n'est pas le cas. Effectivement, aider un proche en fait, ça peut faire partie en fait, on va dire, de nos missions, donc en tant que parents, en tant que grands-parents, en tant qu'enfants, sauf que c'est un statut quand même particulier qu'il est important de se reconnaître. Et qu'il est important aussi de prendre soin de soi. Donc aujourd'hui, juridiquement, en fait, il existe une définition, d'accord? Donc le proche aidant est défini comme étant une personne qui vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir donc tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d'une personne en perte d'autonomie du fait de l'âge, de la maladie ou d'un handicap. Donc, ce qui signifie que l'aidé soit une personne âgée, un adulte ou un enfant en situation de handicap, en perte d'autonomie ou de maladie invalidante, la personne qui est proche de lui et qui l'accompagne souvent dans les gestes du quotidien est considérée comme un proche aidant. Aujourd'hui, donc, on considère que 88% des Français connaissent ce terme d'aidant. C'est vrai qu'effectivement, il y a encore quelques années, donc il n'y avait qu'un Français sur deux en fait qui le connaissait. D'où un Français sur deux qui ignorait donc ce terme, ce qui est quand même assez important. Aujourd'hui, on peut voir que justement la situation donc progresse et on espère que les aidants donc prennent conscience de leur situation et puissent s'identifier. Alors, d'après donc le baromètre du collectif Je t'aide, 25% de la population donc seraient des aidants, soit effectivement donc 25%, une personne sur 4, alors que il y a encore quelques années, une personne sur 6 en fait était aidant, ce qui signifie que cette situation malheureusement progresse. Et aujourd'hui, on va tous, ou on le sera, on est tous, ou on sera tous aidants d'un proche dans les années futures. Donc, pourquoi, en fait, c'est difficile de se reconnaître aidant, puisque généralement, en fait, on utilise d'autres termes, c'est-à-dire que dans notre quotidien, on va plutôt dire qu'on est maman, papa, conjoint, enfant, sœur de, accompagnante, soutien familial, mais on n'est pas forcément aidant. Alors, qui sont donc justement donc les aidants? Alors, on l'a vu tout à l'heure, donc lors de des différentes questions, des différents quiz. On va dire que dans l'imaginaire collectif, l'aidant, c'est une femme de 50 ans qui travaille, qui s'occupe de ses enfants qui sont autour de l'adolescence, mais elle s'occupe aussi en fait de ses parents et de ses beaux-parents. Alors, certaines images, on va dire, sont vraies, puisque c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hélène disait la génération pivot, donc c'est ce qu'on appelle aussi la génération sandwich, c'est-à-dire que lorsque l'on est aidant, bien souvent, en fait, on peut être aidant de son conjoint, on peut être aidant de son parent, de ses beaux-parents, mais on s'occupe aussi donc de ses enfants, ou on peut être aussi aidant en fait de ses enfants. D'accord. Donc, on a vu que à peu près donc 30% donc des aidants avaient plutôt donc entre 50 et 64 ans. Il y a quand même 54% des aidants donc qui sont une femme. D'accord. Donc aujourd'hui, à peu près donc 53% des aidants donc aident un proche en situation de dépendance due à la vieillesse. 36% dû en fait à une maladie, donc maladie chronique, maladie grave, et 23% donc lors d'un proche en situation de handicap. Généralement, donc 47% des aidants ont un lien
de parenté, d'accord, avec la personne qui l'accompagne au quotidien. Et lorsque l'on pose la question des aidants sur qu'est-ce qu'il fait en fait qu'il soit aidant, pourquoi il aide cette personne, pourquoi en fait il va tous les jours faire les actes de la vie quotidienne, aujourd'hui en fait c'est le lien affectif qui lie l'aidant et l'aidé à 68%. Donc, on voit bien que lorsque on dit que être aidant, c'est compliqué de se reconnaître aidant, c'est compliqué de se retrouver dans cette situation, c'est parce que le lien affectif fait que l'on considère que cette situation est normale et qu'on doit justement assurer et qu'on doit pouvoir en fait accompagner notre proche au quotidien. Ensuite, être aidant, pour tout vous dire, c'est aussi en fait donc encore une fois, c'est être ignoré, c'est que les aidants donc s'ignorent ce qu'ils font, ignorent aussi l'importance de ces gestes, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est un devoir familial, c'est un geste naturel, d'accord. Donc en tant que parent, un enfant en situation de handicap, on se doit en fait de l'accompagner, on se doit de lui apporter les gestes du quotidien qui lui sont indispensables, qui lui sont même vitaux, ces gestes. Hein. Donc voilà, pareil pour ses parents, pareil pour ses grands-parents. Aujourd'hui, donc, c'est une des raisons pour lesquelles ils s'ignorent et pour lesquelles ils ne s'identifient pas. Mais aujourd'hui, il y a aussi en fait des profils d'aidants qui sont ce qu'on va dire des catégories invisibles, d'accord. Donc catégorie donc qui constitue quand même une catégorie très importante. Beaucoup de personnes donc ne s'identifient pas donc dans son rôle d'aidant et qui ne sont pas reconnus comme tels, notamment donc par la société et puis par les politiques publiques aussi. Par exemple, tout à l'heure on l'a vu dans le quiz, hein, donc c'est-à-dire que c'est par exemple les jeunes aidants. Donc à partir de 5 ans, comme le disait Hélène, un enfant peut être considéré comme aidant, soit auprès de ses parents, soit auprès de sa sœur, d'accord. Donc, on appelle ça des jeunes aidants, donc moins de 25 ans, frères, sœurs, parents, d'accord. Donc, souvent, c'est lié à la maladie ou au handicap, ou bien, en fait, par rapport aux troubles psychiques. Donc, pourquoi ils sont invisibles, ces jeunes aidants? Puisque ils ne réalisent pas, en fait, qu'ils jouent un rôle tous les jours, pensant qu'il s'agit simplement de leur responsabilité familiale. Maman est en situation de handicap, je l'accompagne, je l'aide, je réalise pour elle en fait certains gestes de la vie quotidienne qui lui sont impossibles. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que les institutions donc scolaires ou sociales ne détectent pas toujours cette situation. Il existe peu de dispositifs spécifiques pour eux. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, donc, on a des structures ou des associations qui se développent, justement, par exemple, l'association JAD, pour accompagner justement ces jeunes aidants à la fois dans l'accompagnement psychologique, mais aussi pour proposer du répit, d'accord, qu'ils puissent partir, par exemple, sur des séjours de vacances pour souffler, pour se retrouver. Ceux qui s'ignorent aussi, ou alors que l'on considère comme étant des aidants invisibles, c'est les aidants de proches ayant des troubles psychiques. Ils accompagnent des proches souvent donc des troubles psychiques comme la dépression, la schizophrénie ou les troubles bipolaires. Pourquoi considère-t-on que eux ils sont invisibles? Bien souvent en fait c'est un handicap invisible, d'accord. Donc ce n'est pas comme les handicaps physiques ou les maladies chroniques. En plus, il faut savoir qu'il existe un fort stigma autour de ces maladies mentales qui peut amener l'aidant justement à se taire par rapport à cette situation pour ne pas créer en fait de quiproquos ou ne pas créer en fait de situations inconfortables par rapport à ses interlocuteurs. Conséquence de cette situation d'aidance, c'est bien souvent l'isolement qui va générer aussi une charge émotionnelle intense, car les troubles psychiques sont souvent quand même difficiles à comprendre, mais aussi en fait dans des phases imprévisibles et puis de souffrance émotionnelle complexe. On peut aussi retrouver les aidants à distance. Alors vous, hein, donc si vous êtes connecté donc à notre webinaire et que vous êtes aidant, bien souvent des aidants sont des aidants aussi à distance, c'est-à-dire qu'il y a un éloignement. Aujourd'hui, compte tenu donc de la modification aussi donc des structures familiales, beaucoup donc d'enfants sont partis travailler donc à 100, 200, 300, 500 kilomètres, hein, par exemple de leurs parents, ce qui génère justement cette situation donc d'aidance à distance.
Ils s'occupent donc bien souvent, ces aidants, de la gestion administrative, prennent des décisions à distance et doivent organiser des interventions à domicile sans pouvoir être forcément physiquement présents au quotidien. Donc pourquoi sont-ils invisibles, notamment par rapport justement en fait à cette distance physique qui crée un décalage dans la perception de son rôle, c'est-à-dire je suis loin, mais je m'occupe de mon parent, donc pas forcément donc directement pour moi hein, dans la vie quotidienne. Donc par conséquent, je me sens pas forcément aidant donc de tous les jours. Donc les conséquences, ça peut être notamment souffrir en fait de culpabilité par rapport justement à cet éloignement et par rapport aussi à cette moins bon investissement en fait dans cette situation. Il peut y avoir aussi donc des aidants qui sont eux-mêmes en situation de handicap. D'accord ? Donc je suis en situation de handicap physique ou psychique et j'aide au quotidien mon proche qui est aussi en situation donc de handicap physique ou psychique. Ça peut être mon conjoint, ça peut être mon enfant. Donc voilà, je m'en occupe malgré ma propre vulnérabilité. Pourquoi sont-ils invisibles ? Là, c'est plus les politiques publiques et les structures d'accompagnement qui sont peu adaptées pour ces personnes. Donc la conséquence, c'est quand même un fardeau lourd pour ces aidants qui sont souvent en fait, le fardeau est lourd en raison de leur propre situation de santé. Il peut y avoir donc les aidants en fait aussi qui sont invisibles, c'est aussi les conjoints de seniors aidants. Pourquoi en fait puisque ces seniors aidants ils perçoivent cet acte en fait comme normal, c'est-à-dire que nous sommes mariés depuis de nombreuses années, nous vivons ensemble de nombreuses années, donc par conséquent la perte d'autonomie liée à l'âge par rapport à la maladie en fait me paraît tout à fait normale. Je ne suis pas aidant, je suis conjoint. Les conséquences par rapport à cette situation, c'est vraiment de souffrir d'épuisement physique et émotionnel, puisque l'âge fait que l'on peut être moins patient et puis on peut moins accepter physiquement l'accompagnement, surtout lorsqu'il faut aider à la toilette, lorsqu'il faut par exemple porter ou aider en fait à l'habillement. Ça peut générer vraiment en fait des situations d'épuisement. Il peut y avoir aussi, donc, dans les dernières catégories, donc, des aidants aussi issus donc, de l'immigration ou de minorités culturelles. Donc ça, elles doivent souvent composer avec des normes culturelles ou des contraintes supplémentaires, donc des barrières, par exemple de langue ou de précarité sociale. D'accord ? Donc les conséquences, c'est qu'ils peuvent être confrontés à des problèmes d'accès aux droits et d'aide sociale, ce qui les rend encore plus vulnérables et isolés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, ces aidants invisibles, alors là, je vous ai cité quelques situations, mais pas que. Voilà. Donc, les aidants invisibles ou qui s'ignorent sont quand même le plus exposés au risque d'isolement social, de fortes charges émotionnelles et bénéficient souvent, en fait, moins souvent d'aide disponible, ce qui peut entraîner un épuisement mental et physique. Ces personnes-là sont également exposées à des risques de précarité financière en raison du manque de reconnaissance et de soutien adapté. Et puis, il peut y avoir aussi donc cet isolement social qui se considère donc comme on ne se considère pas comme aidant, ça les éloigne en fait des soutiens donc disponibles, entraînant un isolement social et de détresse psychologique accrue. D'accord ? Donc, on a besoin, quand on est aidant, on a besoin de soutien, on a besoin de souffler, on a besoin de répit, et puis on a besoin aussi d'un accompagnement aussi, pas forcément, mais bien souvent, on va dire psychologique. En fait, quand je parle de psychologique, c'est d'échanger aussi avec les personnes qui vivent la même situation. Alors, il y a bien souvent donc un manque d'accès aux droits. Il peut y avoir aussi un impact fort sur la santé. Aujourd'hui, nombre d'aidants en fait décèdent lorsqu'on est aidant d'une personne en fait, on va dire aidant d'une personne, on va dire âgée. Nombre d'aidants décèdent avant l'aider. Donc tellement la fatigue psychique et mentale est forte. Et puis il peut y avoir aussi un risque de précarité financière. Alors, donc être aidant, donc on l'a dit, on l'a redit, avant tout, c'est d'être père, frère, sœur, mère de l'enfant de son proche.
Donc, devenir aidant, c'est une continuité naturelle. Donc, même si cela modifie le lien, d'accord. Donc, très souvent, les aidants expriment donc que ce qu'ils font pour leurs proches est normal en tant que fils, parents, donc ou conjoint. D'accord. Donc, l'impact personnel, encore une fois, c'est d'être épuisé, donc car on ne reconnaît pas en fait les responsabilités supplémentaires qu'implique ce rôle d'aidant. Donc, cependant, il faut savoir que se reconnaître donc a un enjeu principal. Déjà, c'est garantir le bien-être du proche. On a dit tout à l'heure en fait que généralement, lorsqu'on ne s'identifie pas aidant, on peut aussi en fait mal comprendre la maladie et aussi en fait ne pas forcément offrir les soins et les services d'aide les plus adaptés à la situation. C'est-à-dire que je suis au quotidien à la maison, je suis au quotidien au plus proche de mon conjoint donc ou de mon enfant, je vais en fait lui apporter les soins qui sont nécessaires, mais peut-être que à faire intervenir une personne à domicile pourrait en fait m'aider donc dans mon rôle, pourrait m'aider en fait aussi dans cette prise en charge. Cela me permettrait de souffler et cela permettrait aussi que mon proche en fait soit peut-être mieux pris en charge au fait par la personne qui relève de l'extérieur. Donc, c'est-à-dire que organiser la vie à domicile dans des meilleures conditions possibles peut être bénéfique à la fois pour l'aidant et l'aider. Maintenir aussi un cadre de vie donc aussi inclusif que possible, donc selon la situation. Donc par exemple lorsque c'est un enfant qui est alors un jeune aidant pardon. Donc par rapport aussi le maintenir dans sa scolarité. Maintenir donc aussi un aidant dans son emploi reste très important par rapport à son équilibre psychique. Et puis, il faut continuer ensuite à avoir des interactions donc sociales ou avoir des activités. D'accord. Donc, on a vu tout à l'heure, enfin là à l'instant, je vous exposais en fait que être aidant et ne pas se reconnaître comme aidant peut générer un isolement social qui va avoir des incidences en fait sur sa santé physique et mentale. Ok, donc et puis c'est aussi offrir un soutien affectif, c'est-à-dire que on va changer un peu de positionnement, c'est-à-dire que être aidant, ce n'est pas aussi c'est tomber en fait dans cette relation donc d'aidance quotidienne, de l'aider en fait la personne à s'habiller, de l'aider aussi à faire des gestes de la vie quotidien. Se faire accompagner permet en fait un nouveau positionnement, c'est-à-dire retrouver aussi donc sa vie affective comme on a pu en fait la connaître, on va dire, avant la perte d'autonomie. D'accord. Donc, accepter donc la maladie, accepter le handicap, c'est aussi donc concevoir une nouvelle relation avec son proche. Trouver un équilibre en dehors du cadre, donc de l'aide, pour gérer les autres pans de sa vie sans s'épuiser. Donc, encore une fois, donc maintenir la vie professionnelle, maintenir la vie familiale, la vie amicale et loisirs, rester entouré et se faire aider. D'accord. Donc, accepter de l'aide, accepter de mettre en place des dispositifs à domicile permet justement de mieux vivre cette situation d'aidance et de continuer en fait à avoir donc cet entourage, à avoir cette vie familiale qui va permettre en fait de mieux accepter la situation. Donc, se reconnaître comme aidant, on l'a vu, donc c'est vraiment une étape clé, d'accord. Donc, c'est accepter donc de porter une double casquette, c'est-à-dire que je suis proche, je suis maman, je suis conjoint, mais je suis aussi aidant. Donc, c'est permettre en fait de nommer le rôle pour mieux le comprendre. Donc, reconnaître ce rôle, c'est ouvrir la possibilité de demander de l'aide sans culpabiliser. La culpabilité, en fait, on va l'avoir quand même un certain nombre d'années, d'accord. Donc, aujourd'hui, selon donc toujours le baromètre du collectif Je t'aide, qui date de 2024, se reconnaître aidant prend environ 3 ans. D'accord. Donc, la prise de conscience du rôle d'aidant, donc généralement, elle est accélérée donc par l'entourage familial. C'est-à-dire qu'on va avoir de la famille, on va avoir des amis, on va avoir des voisins ou des collègues qui vont dire « Attends là, tu es en train d'être aidant, en fait, tu es aidant et c'est important de te faire reconnaître comme tel. » Donc, il y a aussi, donc, ça c'est dans 34% des cas. Dans 20% des cas, ce sont aussi les professionnels de santé donc qui ont aidé à la prise de conscience.
les rendez-vous médicaux multipliés. Il peut y avoir aussi, par exemple, la visite donc d'une infirmière à domicile qui va permettre à la personne, au conjoint, aux parents, de faire prendre conscience en fait de cette situation en disant attention, c'est normal que vous accompagniez donc votre conjoint. Maintenant, donc vous êtes dans une situation d'aidance et il est important en fait de faire des démarches et de faire prendre conscience en fait de ce rôle. Donc, et aussi, donc, les intervenants à domicile sont à peu près de l'ordre donc de 12% concernant en fait cette prise en charge. Donc, aujourd'hui, donc, si on résume, d'accord, donc, quels sont les avantages donc à se faire reconnaître aidant donc par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Donc déjà, c'est de la valorisation personnelle. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, lorsqu'on est en fait aidant, il faut savoir que l'on développe aussi des compétences importantes, d'accord, des compétences de savoir-être et de savoir-faire dans l'organisation, dans la gestion des soins, dans la patience, dans l'empathie. Être aidant aussi, donc c'est renforcer le lien avec son proche grâce à une relation bienveillante et réfléchie, d'accord ? Si je me fais aider, si je me fais reconnaître comme aidant, je vais pouvoir aussi retrouver peut-être un équilibre en fait dans ma situation, par exemple entre conjoints ou dans ma relation parent-enfant. Donc c'est aussi donc se préserver, c'est très 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 important. Mieux gérer ses limites en demandant de l'aide extérieure à des professionnels, à des proches, à des associations. Il faut absolument éviter l'épuisement. Il faut pouvoir en fait accompagner son proche pendant encore de nombreuses années. Donc c'est vraiment vraiment important de se retrouver, de prendre du temps pour soi, de souffler pour pouvoir en fait justement mieux accepter cette situation. C'est maintenir aussi un équilibre personnel en identifiant donc ses besoins. Et être aidant, c'est aussi garantir dans son humanité et dans ses compétences. Cela, en fait, peut devenir exactement une force. Donc, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, encore une fois, je me répète, mais voilà. Donc, bien des aidants, en fait, s'ignorent dans le rôle du fait donc qu'ils considèrent ça comme naturel. Cependant, il est important de se reconnaître aidant, à la fois donc dans la prise en charge de la personne que vous aidez au quotidien et aussi dans son bien-être personnel, pour plein de raisons que je ne vais pas évoquer de nouveau. Alors, il faut savoir que aujourd'hui, donc comme le disait Frédéric Decherve dans son introduction, l'Agirc Arco en fait a développé donc une solution digitale qui s'appelle Ma Boussole Aidant. Au sein de Ma Boussole Aidant, en fait, vous en tant qu'aidant, vous allez pouvoir retrouver un certain nombre d'informations. À la fois donc des informations écrites, c'est ce qu'on appelle par exemple du contenu de l'édito, c'est-à-dire que je vais pouvoir retrouver un certain nombre d'articles, à la fois d'aidants, à la fois d'experts, à la fois de professionnels, donc qui vont pouvoir justement en fait étayer, me permettre de comprendre en fait ma situation d'aidance, et ce en fonction donc tout au long de mon parcours, c'est-à-dire que de l'annonce, on va dire de la maladie, du diagnostic jusqu'à la fin de vie. Vous allez aussi pouvoir retrouver un certain nombre d'informations sur les aides financières et disponibles en fait auprès donc des différentes structures, on va dire étatiques, et à la fois on va dire ce qu'on appelle les aides légales et les aides extra-légales. Par exemple, ce que peut aussi vous offrir donc l'Agirc Arco, ce que peut vous permettre en fait d'obtenir l'Agirc Arco auprès de vos groupes de protection sociale. Vous allez pouvoir aussi retrouver les différents événements qui peuvent se dérouler autour de chez vous. Et puis, vous allez pouvoir retrouver en fait un certain nombre de solutions, c'est-à-dire que vous allez pouvoir indiquer la ville où vous habitez ou où habite en fait que la personne que vous aidez, donc régulièrement. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des aidants à distance. Et puis, vous allez pouvoir nous indiquer aussi donc la pathologie dont souffre la personne que vous accompagnez au quotidien. Et vous allez pouvoir retrouver un certain nombre de solutions pour la personne que vous accompagnez au quotidien, mais pas que. L'idée de Ma Boussole Aidant, c'est aussi donc de retrouver un certain nombre d'informations pour vous aidants, à la fois dans le répit, à la fois donc aussi dans des informations, dans des groupes d'échange, dans des aussi donc par exemple des groupes de parole, pour que vous puissiez en fait retrouver la bonne information et que vous puissiez aussi vous ressourcer.
Ce que je peux vous proposer, c'est que Rémi va sûrement reprendre un peu la main. Plutôt que de parler en fait encore 5-10 minutes, ça serait de faire de vous montrer une petite vidéo pour comment ça marche ma boussole aidant et quelles sont les propositions de valeur que vous allez pouvoir retrouver. Se reconnaître en tant qu'aidant est une étape clé pour pouvoir ensuite se faire accompagner. Mais cet accompagnement, cette aide pour nous en tant qu'aidant, où la trouver? Ce n'est pas toujours simple. Le site maboussoleaidant.fr peut être une ressource précieuse dans ces cas-là pour savoir vers qui se tourner et trouver un petit peu d'inspiration. Par exemple, dans la rubrique Ma vie d'aidant, on peut retrouver différents articles, témoignages ou fiches pratiques sur des thématiques qui peuvent être intéressantes. Je vais vous parler de la thématique de se préserver en tant qu'aidant et ensuite dans la sous-thématique prendre soin de soi, puisque c'est un sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Dans cette sous-thématique, on peut trouver un certain nombre d'articles, de fiches pratiques, de vidéos que vous pouvez voir ici. Et notamment, je vais m'arrêter quelques instants sur le témoignage ici de Vincent Valinduc qui raconte son parcours d'aidant et qui parle de accepter de se faire aider. Il cite néanmoins le fait que convaincre son père de se faire aider a été une étape compliquée pour lui-même, puisque c'était son rôle de faire tout ce qu'il faisait pour sa maman. Et donc, il a vraiment fallu le convaincre pour que lui, en tant qu'aidant, puisse aller chercher de l'aide, de l'accompagnement pour pouvoir se préserver et pour pouvoir prendre soin de soi. Donc ça fait vraiment écho à tout ce qu'on vient de voir dans cette présentation. Et je vous invite tout à fait à aller lire cet article. Vous voyez ici, on a un certain nombre d'autres articles sur les solutions de répit, les premiers signes de la maladie d'Alzheimer, etc. Autre rubrique intéressante, ça peut être la rubrique sur mes solutions, dans laquelle vous pouvez vous géolocaliser. Donc, par exemple, si je vais à Vannes, et ensuite, vous pouvez aller notamment dans la rubrique orientation et démarche où vous trouverez les interlocuteurs clés qui peuvent vous accompagner en tant qu'aidant pour mettre en place des choses pour votre proche ou pour vous-même. Donc on va y retrouver les espaces autonomie santé, on va y retrouver les clics, on va y retrouver les centres d'action sociale de vos communes ou les communautés 360 qui vont pouvoir vraiment être des portes d'entrée et vous guider ensuite dans les parcours à mettre en place. Nous avons également une rubrique sur les aides financières. Donc là aussi, le fait d'accepter ce rôle d'aidant va permettre de pouvoir aller solliciter des aides financières et je pense notamment aux congés qui s'adressent aux aidants, donc les congés de présence parentale et les congés proches aidants, etc. pour pouvoir reconnaître ce statut d'aidant et prendre un peu de temps pour aider son proche. Et enfin, nous avons la rubrique événements qui permet d'accéder à des actions de proximité. Donc là aussi, une fois que l'on se reconnaît en tant qu'aidant, il est beaucoup plus simple d'aller cibler des actions auxquelles on peut participer, donc soit des séjours proches aidants comme ceux qui s'affichent ici, mais ça peut être aussi des activités de bien-être, de la sophrologie, des groupes de parole pour les aidants et qui permettent aussi de souffler et de prendre un petit peu de recul ou d'échanger sur son rôle. Donc ici, sur la gauche, on retrouve un certain nombre de filtres par localisation, thématique, disponibilité au type d'événement. Et sur la droite, on a les événements qui s'affichent. Donc ce site Ma Boussole Aidant peut vraiment être une ressource pour les aidants à un moment clé de leur parcours d'aidant qui peut être celui du tout début du parcours de l'aidance où on se reconnaît en tant que tel, mais on ne souhaite pas encore pousser la porte du CCAS de la commune ou aller rencontrer quelqu'un. Donc ce site permet de trouver des ressources d'inspiration dans les rubriques Ma vie d'aidant et Mes aides, mais aussi dans un second temps, quand on sera prêt à aller rencontrer du monde, à aller chercher vraiment de l'aide concrète, elle permet d'identifier les événements ou les interlocuteurs pour le faire.
Et donc l'adresse pour accéder au site, qui est évidemment gratuit, accessible à tous dans toute la France, c'est maboussolesaidants.fr. Voilà pour cette petite vidéo d'explication. Merci beaucoup, bien sûr, pour avoir pu la réaliser et la partager. On retrouve Anne Sibilo qui est avec nous encore dans cette salle de visioconférence pour continuer son intervention. L'adresse à retenir, maboussolesaidants.fr. Vous aurez tous les liens et toutes les informations à récupérer sur le document qui sera mis à votre disposition au téléchargement à la fin de cette visioconférence. Anne, merci à vous encore une fois et je vous laisse la parole. Alors, merci Rémi, mais je vais transmettre la parole maintenant à Hélène. Donc, voilà. C'est parfait. Voilà, on est raccord. C'est parfait. Merci à vous, Anne Sibilo, en tout cas pour cette première partie. On vous retrouve bien sûr à la conclusion de cet événement pour la phase des questions-réponses. Vous pouvez continuer à poser vos questions dans le chat en bas à droite de l'écran. Merci Hélène d'être de retour parmi nous. On vous a vu rapidement au début de cette visioconférence pour les explications du petit quiz. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi vous allez nous parler sur cette deuxième partie de visioconférence? Oui, tout à fait. Alors, l'idée, ça va être de pouvoir partager avec vous notamment les droits et les avantages à se reconnaître aidant, et notamment l'ensemble des dispositifs légaux tels qu'ils existent aujourd'hui, parce que la situation évolue. On est parti de loin il y a quelques années, et même si les dispositifs en place ne sont pas encore idéaux, les choses progressent, et c'est important aussi de connaître les dispositifs actuels pour pouvoir les mobiliser et les rendre de plus en plus visibles. Avant de commencer à présenter ces différents dispositifs par catégorie d'âge, je voulais revenir sur l'importance de se faire reconnaître en tant qu'aidant. Comme l'a dit Anne, l'une des premières étapes au fait de se reconnaître aidant, c'est de permettre d'aider la prise de conscience personnelle. C'est-à-dire que lorsque je vais me dire « ça y est, je suis aidant », je sais ce qu'est un aidant et je me retrouve dans cette situation, ça va permettre d'aider la démarche personnelle et de comprendre pourquoi notre vie est impactée par cette situation. Pour aider à la prise de conscience personnelle, un acte important qui peut être fait, ou en tout cas qui est assez symbolique, vous avez la possibilité d'adresser une attestation administrative auprès de votre conseil départemental. Ça se fait par lettre simple, il n'y a pas de formulaire spécifique, mais l'idée, c'est de se reconnaître et d'exprimer auprès de son conseil départemental sa posture d'aidant, sa reconnaissance particulière. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, en faisant cette première démarche, on devient aussi visible auprès des pouvoirs publics. On va pouvoir alimenter les statistiques publiques et donc orienter les politiques publiques. Même si on n'est pas dans une situation d'aidance extrême qui oblige, par exemple, l'arrêt total de l'activité professionnelle, on peut aussi être aidant. Et c'est pour ça que c'est important de se faire reconnaître et de pouvoir aussi avoir des impacts au niveau des pouvoirs publics. Et enfin, se reconnaître aidant, c'est aussi s'autoriser à demander de l'aide. C'est aussi s'autoriser à engager des démarches administratives pour bénéficier d'aides spécifiques. À partir du moment où l'on sait que l'on est dans une situation qui a une reconnaissance publique, on va plus facilement s'autoriser à demander de l'aide. Et cette aide, elle peut être financière, elle peut être aussi du temps, c'est-à-dire comment je peux aménager mon activité pour avoir suffisamment de temps pour aider mon proche, et elle est aussi une possibilité d'accéder à un soutien psychologique. Par exemple, aujourd'hui, l'Agir Carco propose une aide au soutien psychologique pour toutes les personnes qui sont aidantes, notamment en permettant une prise en charge du reste à charge qui peut être demandé auprès du service social. Donc, c'est très important, c'est la première étape, Anne le disait, dans la prise de conscience. Cette étape, elle est clé et elle va permettre de s'autoriser à demander des aides. Alors, les enjeux vont être différents selon l'âge de l'aidant. On va avoir des enjeux particuliers pour les jeunes aidants, les aidants actifs et les aidants inactifs ou retraités. Notamment la problématique de conserver une partie de sa vie d'avant, entre guillemets, pour la concilier avec son nouveau statut. Les trois enjeux que je souhaite vous exposer ce matin, ce sont
Pour les jeunes aidants, la problématique de concilier aidance et scolarité. Pour les aidants actifs, c'est comment je peux rester en activité professionnelle, c'est-à-dire travailler tout en étant proche aidant. Et enfin, pour les aidants inactifs ou les retraités, comment je peux gérer l'aidance, quels sont les dispositifs pour la gérer en dehors de la vie active. Ce que je vous propose, c'est de fonctionner de manière chronologique et de commencer par les jeunes aidants. Et on va commencer par un témoignage, le témoignage de Sixtine, 20 ans, qui nous est proposé par la Pause Brindille et qui va exprimer les enjeux qui sont les siens en tant que jeune aidante. Je m'appelle Sixtine Guinoiseau, j'ai 20 ans, je vis dans le Jura. Mes parents sont mariés et j'ai un petit frère. Alors la personne qui a une pathologie dans ma famille, c'est ma maman. Et elle est dépressive depuis ma naissance. Ça n'a pas eu forcément d'impact sur les premières années, mais ça a eu un impact quand j'ai commencé à avoir une dizaine d'années. Voilà. Et ça a... on a switché entre les hospitalisations, les pleurs, les crises d'anxiété, et voilà. Ma maman, sa dépression, elle se qualifie vraiment par de l'anxiété constante. Des moments où on la voit commencer à respirer, puis à faire comme ça, et là on se dit ah, bah, y a une crise d'angoisse qui va pointer le bout de son nez. Je sais que ça soit ma tante ou ma mère, ça va par phase, et il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va pas, il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va pas. Il y a eu 3 hospitalisations, donc une, moi j'avais 11 ans, une j'avais 15 ans, une j'avais 16 ans. J'avais mon petit frère qui rentrait dans la crise d'ado. Quand il a commencé à avoir 12-13 ans, c'était un peu plus compliqué, puis lui et moi on s'entendait pas du tout à cette époque, donc c'était tout le temps la guerre à la maison. Mon papa il travaillait beaucoup, donc en fait il fallait, moins à 11 ans, mais après quand j'ai eu 15 ans, 16 ans, c'était faire la cuisine, faire le ménage, pendre les lessives, faire les devoirs, jeter un œil pour voir si mon petit frère avait fait ses devoirs. Donc il y avait, disons, c'était gérer les choses du quotidien avec un peu trop en avance, quoi. Ça m'a apporté une prise de maturité, même si c'était un peu tôt. C'est pas, faut bien l'apprendre à un moment, la maturité. Le sens de la responsabilité. Et puis, je pense aussi une certaine forme de tolérance vis-à-vis des personnes qui peuvent avoir des maladies, ce que j'appellerais des maladies psychologiques, donc des TOC, de la dépression, des choses comme ça, où tu te rends compte en fait ils contrôlent pas du tout, ils y pourront rien. Et ça reviendra. Est-ce que je me sentais différente? Pas forcément, mais par contre, à part, oui. Parce que j'en parlais pas à mes amis, j'en parlais très peu à mes professeurs. La responsable du collège, je l'étais, mais c'était tout. Mais sinon, il n'y a jamais rien eu de particulier de mis en place, à part le fait qu'on a des amis qui étaient prévenus et qu'il y a des fois, il fallait s'occuper de nous, quoi. Quand on me demande et que j'y pense comme ça, je vois pas trop ce qui aurait pu m'aider à m'évader plus. Moi, j'étais une enfant très souriante, j'étais une enfant... Enfin, ouais, ça m'a affectée, ça m'a beaucoup affectée, mais on le montrait pas particulièrement. C'était pas... Ouais, c'était comme ça. Fallait avancer. Donc on avance. Voilà. Je pense qu'à l'époque, j'aurais pas eu la maturité suffisante pour reconnaître ce qui se passait et pour accepter d'être aidée. J'ai fait un gros rejet de tout le monde, j'ai pas voulu qu'on m'aide entre mes 11 ans et mes 15 ans, j'ai dit non, c'est bon, je peux le faire toute seule, les gens ne peuvent pas comprendre. Voilà. Et je pense qu'après, avec la prise de recul et tout ça, peut-être, pourquoi pas un accompagnement psychologique, ça aurait pu être bien. Et puis rencontrer des gens qui vivaient la même chose que moi, ça aurait pu être intéressant. Pour savoir qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a des gens qui savent ce que c'est. Malgré tout, même si tout va bien et tout ça, il y a toujours des signes et des comportements qu'on reproduit de nos parents. Je vis pas dans la peur de revivre les expériences de ma jeunesse, je vis dans la peur que ça m'arrive à moi. Maintenant, on qualifie tout et rien de dépression. Et c'est un peu ça le problème. Mais voilà, je pense que quand t'as grandi avec quelqu'un qui a été dépressif, t'as forcément l'angoisse que ça te touche aussi, quoi. Parce que tu sais que c'est compliqué de s'en sortir.
En fait, tu t'en sors jamais vraiment de la dépression. Je pense qu'il y a des jeunes qui doivent vraiment vivre l'enfer chez eux, parce que ça doit vraiment être compliqué. On finit toujours par s'en sortir et on finit par s'affranchir, parce qu'en fait, il faut aussi réaliser que c'est pas notre rôle. On peut aider, mais c'est pas notre rôle de tout prendre sur les épaules. On a tous le droit de vivre notre jeunesse. Et puis envoyer les gens bouler et dire merde, j'ai le droit de m'amuser aussi. Voilà. Et je sais pas si je pouvais dire merde en plein milieu du truc, mais tant pis. Et voilà pour cette petite vidéo. Merci beaucoup Hélène Raza de l'avoir sélectionnée, d'avoir pu nous la proposer. On remercie bien sûr beaucoup Sixtine également pour son témoignage. Est-ce qu'on peut en quelques mots débriefer de ce que nous a dit Sixtine? Alors on se rappelle, au tout début de la visioconférence, il y avait un petit quiz qui nous disait c'est à partir de 5 ans qu'on reconnaît qu'une personne peut être considérée comme aidante. Alors on n'aura pas, je fais un petit spoiling, on n'aura pas de témoignage de personnes de 5 ans dans cette visioconférence, mais quand même 20 ans pour faire un témoignage d'un quotidien aidant aussi impressionnant, aussi poignant que ce qu'il a pu être. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu, Hélène? Oui, tout à fait. Effectivement, hein, les jeunes aidants aujourd'hui sont fortement invisibilisés. Hein. Anne en parlait aussi. Le sondage de début de webinaire le disait aussi. Hein, la plupart des participants pensaient qu'on était aidant à partir de 18 ans. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est une situation qui touche beaucoup de jeunes. 500 000 mineurs sont aujourd'hui jeunes aidants. Ça représente à peu près un enfant par classe et c'est aujourd'hui du coup un enjeu majeur de tenir compte de cette situation. Concrètement, aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif spécifique en place dans l'enseignement primaire et secondaire. La loi n'a pas encore prévu de dispositif particulier, mais ce qui est important, c'est de se dire que se reconnaître en tant qu'aidant, c'est-à-dire être en capacité de pouvoir aller signaler la situation à l'administration, à l'infirmière scolaire, à la psychologue scolaire ou l'assistante sociale est extrêmement importante. Aujourd'hui, ça ne donne pas de droit spécifique, mais ça peut permettre aussi d'ouvrir le dialogue autour de cette situation. En général, on se rend compte que dans les établissements scolaires où des jeunes aidants sont identifiés, la plupart des personnels accompagnants se retrouvent plutôt démunis par rapport à la situation, mais en parler, ça peut aussi leur permettre de faire intervenir des associations spécifiques qui sont orientées vers les jeunes. C'est par exemple Jade qui a été citée tout à l'heure, ou la Pause Brindille, ou GEDA, qui vont proposer des solutions de répit, des aides à la reconnaissance de la situation, notamment pour que les jeunes s'accordent à se dire qu'ils peuvent être aidants sans prendre tout sur leurs épaules. Et c'est ce point-là qui est extrêmement important et que Sixtine soulignait dans son dispositif. Donc, dans son témoignage, pardon. Donc, effectivement, pour les jeunes scolarisés aujourd'hui, on en est encore au tout début. Il y a peu d'éléments mis en place, hormis les actions associatives et il faut les souligner, elles sont extrêmement importantes. Pour les étudiants, on a des éléments un peu plus importants qui sont mis en place. Donc, un jeune aidant, hein, on dit que c'est un aidant jusqu'à 25 ans. Donc, finalement, si dans le primaire et dans le secondaire, on voit peu de dispositifs, pour les études supérieures, il commence à y avoir des éléments mis en place. Et notamment pour les jeunes aidants étudiants, donc qui sont déjà en études supérieures, il faut savoir que des dispositifs d'aménagement d'études existent. Donc pour ces jeunes, se reconnaître aidant, c'est aussi être prioritaire sur l'ensemble des aménagements d'études, qui peuvent être sur des priorisations pour certains créneaux d'emploi du temps de cours, pour certaines dispenses notamment de travaux dirigés, etc., de manière à pouvoir avoir la meilleure conciliation possible entre leurs études et leur situation d'aidance. De la même manière, aujourd'hui existe un dispositif de reconnaissance des compétences et de l'engagement de l'étudiant aidant. À partir du moment où l'étudiant est aidant, il va commencer à acquérir des compétences
qu'il va pouvoir, y compris mobiliser dans sa vie professionnelle future. Et des dispositifs existent pour permettre cette reconnaissance de compétences et valoriser l'ensemble des acquis et notamment des compétences comportementales que les jeunes acquièrent dans le cadre de leur situation. Et enfin, point qui est peu connu, il faut savoir que lorsqu'un jeune aidant en études supérieures accompagne un parent en situation de handicap, il peut bénéficier d'attributions de points de charge supplémentaires. Ce qui veut dire que concrètement, il peut être aidé financièrement dans le cadre de son aidance en bénéficiant d'une bourse d'un niveau supérieur en ayant reconnu la situation de handicap d'un de ses proches. Donc pour les jeunes aidants, aujourd'hui, on est vraiment tout au début de la vulgarisation de la problématique, mais il faut garder à l'esprit que des dispositifs existent essentiellement autour des étudiants et que ces dispositifs vont pouvoir se mobiliser notamment au niveau du Crous de leur université. Et ne pas oublier donc les solutions de répit qui sont mises en place par les associations comme JAD et la Pause Brindille. Si au niveau des jeunes, on est encore dans un dispositif balbutiant, les choses ont beaucoup plus vite évolué pour les aidants actifs. Aujourd'hui, on sait qu'une majeure partie des aidants sont en activité professionnelle et que l'objectif est justement de pouvoir concilier son statut de proche aidant et son activité professionnelle. Que ce soit pour garder le lien social, que ce soit pour garder son propre équilibre de vie, il est important de pouvoir à la fois être proche aidant et travailler. Je vous propose un deuxième témoignage dans ce cadre-là, qui a été proposé par le canton de Vaud. Ce que j'ai beaucoup aimé dans l'attitude de mon employeur, c'est qu'ils ont su me dire « t'as autre chose à penser, focalise-toi sur ton enfant et sur être là pour ton enfant et quand tu peux, donne des nouvelles ». Et ça, c'est un cadeau. Je suis fille d'émigrés pour qui le travail, c'était un culte, quoi. On est venu ici pour travailler. Et on n'est personne si on ne travaille pas. Enfin, il y a quelque chose dans mon éducation, parce que je me suis beaucoup posé la question aussi, de me dire, mais pourquoi aussi cette envie de garder le cap et de garder le travail et de rester au travail et d'être apte pour le travail, mais parce que ça fait partie de moi, profondément, d'être quelqu'un qui travaille. Et j'avais déjà pas laissé mon travail avant quand j'ai eu mes enfants. Et j'avais pas envie de le laisser parce que la maladie, elle était là. Donc c'est un cadeau de pouvoir retrouver son travail. Et c'est un truc que les employeurs doivent entendre, investir de la compassion et de l'empathie pour des employés qui traversent des moments comme ça. Je pense que c'est un investissement qui paye. Et voilà pour ce deuxième témoignage que nous avons retrouvé. Merci encore Hélène Raza. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot? C'est un témoignage plutôt positif, une vision belle de l'aidant, c'est de cette valorisation que l'on peut en attendre. Tout à fait. J'aime beaucoup ce témoignage parce qu'il est positif. Il montre effectivement le besoin de cette personne à être accompagnée dans son équilibre pro-perso pour pouvoir garder son travail. Et elle montre comment viscéralement le lien au travail était important pour elle et comment elle n'était pas du tout prête à l'abandonner pour accompagner son enfant. Et c'est extrêmement important d'identifier que cette situation est assez partagée par les personnes qui sont en activité professionnelle. On est plutôt dans des situations où l'aidant actif, à partir du moment où la situation d'aidance entre dans sa vie, c'est un chamboulement total et pourtant, lui va avoir besoin de garder son équilibre. Et donc, effectivement, l'important autour de ça, c'est aussi d'ouvrir la parole autour des aidants de manière à pouvoir concilier la vie professionnelle et le fait d'être aidant. Les dispositifs légaux évoluent beaucoup dans ce cadre-là.
Un chiffre clé extrêmement important, issu d'une étude de la DARES, hein, donc tout ce qui va être études statistiques, identifie qu'en 2030, un salarié sur 4 sera aidant. C'est-à-dire 25% des effectifs des entreprises sera en situation d'aidance. Ce qui veut dire que les entreprises ne peuvent plus ignorer l'enjeu lié aux salariés aidants et auront besoin d'outils pour pouvoir accompagner ces personnes-là et ne pas forcément aller vers une suspension complète du contrat de travail, voire pire, vers un licenciement. Il faut que les entreprises prennent le temps d'assimiler l'ensemble des dispositifs qui existent pour pouvoir ensuite les mettre en œuvre. En tant qu'aidant, l'une des premières choses, une des premières actions qui peut être faite, c'est justement d'aller s'identifier en tant qu'aidant auprès de son employeur. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut être à l'aise avec la situation que l'on est en train de vivre. Il faut être suffisamment en confiance dans son entreprise pour pouvoir aller expliquer sa situation. Il y a des entreprises plus ouvertes qui vont elles-mêmes ouvrir le dialogue et demander aux personnes aidantes de s'identifier. Et il y a malheureusement les entreprises où le sujet n'est pas encore mature. Et là, c'est aux salariés d'essayer de progresser dans la reconnaissance de leur statut. Sachant que parallèlement à tout ça, la loi évolue. Et aujourd'hui, nous avons 3 leviers légaux qui existent et qui peuvent être mobilisés par les salariés et les actifs en général. On a effectivement la possibilité d'indemniser des temps d'aidance. On a la possibilité de mobiliser des congés dédiés aux aidants. Et on a la possibilité de bénéficier d'aménagements spécifiques du temps de travail. Sur ces 3 leviers, on va y revenir. Il y a aussi des ressources dédiées, notamment proposées par l'Agir Carco, avec des éléments en lien avec soutenir les salariés aidants, un guide du salarié aidant dans lequel on peut retrouver l'ensemble des dispositifs et un label dédié qui s'appelle le label Andéo, qui va permettre aux entreprises qui sont favorables à l'émergence de la situation d'aidant de se faire reconnaître comme telle et donc de se faire labelliser. Si on parle dans un premier temps de l'indemnisation des temps d'aidance, il faut savoir qu'aujourd'hui, le dispositif, la loi prévoit 3 allocations pour 3 situations différentes. Donc effectivement, selon la situation notamment du proche, on va pouvoir mobiliser l'une ou l'autre de ces allocations. Aujourd'hui, donc, les 3 allocations sont l'allocation journalière du proche aidant, soit la JPA, lorsque l'on accompagne un proche fragilisé par le grand âge ou le handicap. On a aussi l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Donc là, on est vraiment sur une allocation spécifique qui est plutôt en lien avec la préparation du décès de la personne, donc plutôt lorsque l'on est sur des phases terminales. Et enfin, l'allocation journalière de présence parentale qui est en lien avec l'accompagnement d'un enfant malade ou en situation de handicap. Ce qui est important, c'est que ces 3 allocations ne sont pas réservées aux salariés qui mobilisent les congés spéciaux. On peut bénéficier de ces allocations, y compris lorsque l'on est travailleur indépendant ou demandeur d'emploi. C'est très important. Souvent, elles sont associées aux congés des proches aidants qui sont à destination des salariés. Ce n'est pas le cas. Les allocations, elles peuvent être demandées dès lors que l'on réduit ou cesse son activité pour accompagner un proche, y compris lorsque l'on est travailleur indépendant, donc sans contrat de travail, et y compris lorsque l'on est demandeur d'emploi. Elles vont pouvoir venir compenser la perte de rémunération si on est travailleur indépendant ou une partie de la perte des allocations liée au temps nécessaire à l'accompagnement d'un proche. Donc ces 3 allocations, elles sont disponibles et elles ont des critères de versement spécifiques. À côté de ces allocations, on a, notamment pour les salariés aidants, 3 congés dédiés. Ces congés, ils vont exister et vont être mobilisables selon la situation du proche que l'on accompagne. On va pouvoir mobiliser le congé de proche aidant lorsque l'on accompagne un proche présentant un handicap, une invalidité ou une perte d'autonomie, en lien ou non avec l'âge.
On va pouvoir mobiliser le congé de solidarité familiale lorsque l'on accompagne un proche souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. Et enfin, on va pouvoir mobiliser le congé de présence parentale lorsque l'on accompagne un enfant victime d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident grave nécessitant une présence soutenue. Ces 3 congés ont la particularité d'être dédiés aux aidants et ont aujourd'hui des règles communes et ensuite des règles spécifiques à chacun des congés. Tous ces congés, ces 3 congés, aujourd'hui, sont ouverts aux salariés sans aucune condition d'ancienneté. Il n'est pas nécessaire d'être dans l'entreprise depuis un temps dédié pour avoir le droit de l'utiliser. Donc, ce congé, il est ouvert au CDD et au CDI. C'est extrêmement important. Ce congé, il peut être à temps plein, à temps partiel ou fractionnable. L'objectif, c'est qu'il puisse s'adapter aux besoins de la personne selon la situation d'aidance. Le congé à temps plein, la personne voit son contrat totalement suspendu pendant un temps déterminé. Le congé à temps partiel permet à la personne d'être, par exemple, présente par demi-journée et absente toutes les autres demi-journées. Et le congé peut aussi être fractionnable. Fractionnable, ça veut dire que je vais utiliser des jours de congé selon les moments où j'en ai besoin, sans qu'il y ait un emploi du temps fixe. C'est la manière de s'adapter au mieux à l'accompagnement du proche. Je peux avoir, par exemple, besoin d'une semaine tous les mois pour un accompagnement dédié. Eh bien, je vais pouvoir mobiliser ce congé et venir travailler 3 semaines et être absent 1 semaine. C'est ce qu'on appelle le fractionnement du congé et il est ouvert sur les 3 congés légaux. La particularité de ces congés, aujourd'hui, c'est qu'il n'y a malheureusement pas de maintien de salaire légal imposé à l'employeur. Donc, lorsque je mobilise ce congé, je n'ai pas d'indemnisation versée par mon employeur. En revanche, depuis quelques années, une indemnisation possible existe par les assurances sociales, par l'intermédiaire des 3 allocations que l'on vient de voir juste avant, et je vais y revenir quand je vais détailler chacun des congés. Autre particularité, ces congés sont cumulables avec un dispositif de don de jours de repos. Si on est dans une entreprise où il y a un dispositif de don de jours de repos, je vais pouvoir à la fois bénéficier du don de mes collègues et à la fois prendre un certain nombre de jours de congé en étant indemnisé par l'intermédiaire de ce don de jours de repos, ce qui va permettre d'éviter la fragilité de la situation financière de la personne. Enfin, l'absence va entrer dans l'ancienneté, c'est-à-dire que toute ma durée d'absence, elle est liée à l'ancienneté, à mon ancienneté dans l'entreprise. En revanche, ils vont permettre de garantir le retour dans son poste précédent ou dans un emploi similaire à l'issue du congé, ce qui va faciliter l'absence et limiter la peur de se voir, entre guillemets, mis au placard ou éventuellement licencié à l'issue de ce congé. Aujourd'hui, il y a une protection juridique autour de cet élément. Si l'on reprend les congés en détail, le congé du proche aidant, c'est un congé qui peut durer jusque 3 mois, renouvelable dans la limite d'1 an maximum sur l'ensemble de la carrière par personne aidée. La nouveauté depuis 2004, c'est que ce droit est rechargeable lorsque plusieurs proches sont aidés. Concrètement, cela veut dire que la personne peut utiliser le droit plusieurs fois. Si le congé dure 3 mois, en revanche, l'allocation journalière du proche aidant n'est utilisable que pendant 66 jours, ce qui veut dire qu'au-delà des 3 mois, si l'on renouvelle, on ne bénéficiera pas d'aide financière sur cette partie de congé. Pour le congé de solidarité familiale, il est de 3 mois en absence de dispositions conventionnelles plus favorables et renouvelable 1 fois. L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie peut être versée pendant 21 jours et elle est versée par la caisse primaire d'assurance maladie. On peut faire la demande au moins 15 jours avant la première absence et évidemment, en cas d'urgence, on peut la mobiliser de manière plus rapide.
Le congé de présence parentale peut durer 310 jours ouvrés par enfant et par maladie et il peut être utilisé dans la limite maximale de 3 ans. Lors de ce congé, on va pouvoir bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale pendant 310 jours, c'est-à-dire 22 jours ouvrés par mois. À côté de ces congés, il est possible de demander un certain nombre de dispositifs à son entreprise. On peut demander des horaires individualisés. Il faut savoir que les aidants familiaux et les proches de la personne handicapée bénéficient de priorité sur les aménagements d'horaires permettant de faciliter l'accompagnement. Et il y a aussi une priorité dans l'ordre des départs en congé. De plus, en étant aidant, on peut avoir le droit à des absences ponctuelles autorisées, notamment le congé spécifique en cas d'annonce d'un handicap ou d'une maladie grave chez un enfant. Et il peut y avoir d'autres autorisations possibles prévues par la convention collective, l'accord d'entreprise ou les usages. Et enfin, depuis juillet 2023, il faut savoir que les aidants, les salariés aidants, sont prioritaires ou doivent avoir des modalités d'accès au télétravail facilitées. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place et qui peuvent être activés à condition d'avoir la possibilité d'ouvrir le dialogue avec son employeur et de pouvoir se reconnaître aidant. À partir de ce moment-là, on peut mobiliser l'ensemble de ces éléments et la loi vous y autorise, l'employeur ne peut pas le refuser. Enfin, une fois que la situation d'actif est passée, qu'on se retrouve soit en situation d'inactivité, soit de manière retraitée, on va pouvoir avoir des enjeux particuliers. Ce que je vous propose, Rémi, pour gérer la problématique de timing, c'est de ne pas passer la vidéo et éventuellement après de la mettre à disposition. Comme ça, je vais pouvoir rattraper le temps. Lorsque l'on est inactif ou lorsque l'on est retraité, on va aussi avoir à gérer la problématique de l'aidance. Par contre, effectivement, là, on est dans une situation un petit peu particulière parce qu'on n'a pas l'enjeu de maintenir une activité professionnelle parallèlement. Pour les aidants inactifs, nous avons la possibilité, et on l'a vu tout à l'heure, de bénéficier des allocations, que ce soit la JPA, l'allocation de présence parentale, etc. Ces allocations sont ouvertes aux allocataires de Pôle emploi. Donc, on peut suspendre les allocations Pôle emploi et basculer sur les dispositifs d'indemnisation pour éviter de perdre une partie de sa durée d'indemnisation en raison de cet élément-là. Et il existe aussi l'assurance vieillesse des aidants qui est peu connue et qui va permettre en fait aux personnes qui sont dans l'obligation de suspendre leur activité professionnelle de bénéficier d'un certain nombre de trimestres gratuits pour la constitution de leur carrière au niveau de la retraite. L'assurance vieillesse des aidants permet l'acquisition d'un trimestre par période de 30 mois d'aidance dans la limite de 8 trimestres. Alors, ce n'est pas encore beaucoup, mais ça a le mérite de déjà exister. Et enfin, pour les aidants retraités, on est plutôt sur des systèmes d'aide en lien avec la situation de l'aidé. On va pouvoir bénéficier notamment d'un soutien financier pour dédommager l'aidant familial lorsque celui-ci n'est pas un conjoint. Et l'on va aussi pouvoir demander des dédommagements lorsque le salariat est impossible, si le proche aidé est bénéficiaire de la PCH. Enfin, pour toutes ces personnes-là, les solutions de répit, de soutien à l'aidant ou au binôme aidant-aidé sont listées sur le portail pour les personnes âgées.gouv.fr. L'important ici, c'est de se dire que se reconnaître aidant, ça devient finalement la première étape pour être en capacité d'identifier les droits en lien avec sa situation, s'autoriser à contacter les structures d'accompagnement et enfin, s'autoriser à bénéficier des dispositifs. Aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est
c'est extrêmement important de vous reconnaître en tant que tel, y compris vers les dispositifs publics, de manière à faire avancer les législations et améliorer les droits en place pour les aidants. Merci beaucoup Hélène Raza pour votre intervention sur cette visioconférence et effectivement vous avez la possibilité de pouvoir continuer de poser vos questions au cours de cette fin de visioconférence qui va nous tenir ensemble pendant encore une petite quinzaine de minutes. On a le temps, merci beaucoup Hélène pour cette présentation, on a le temps du coup de présenter la dernière vidéo, le dernier témoignage que nous souhaitions vous partager. Il s'agit des aidants inactifs ou retraités. On retrouve ce témoignage pendant quelques minutes à l'écran et on se rejoint tout de suite après pour la phase des questions-réponses. Restez avec nous, à tout de suite. Un aidant, c'est quelqu'un qui fait tout à la place de l'autre parce que l'autre, on ne peut plus rien faire. Que ce soit le ménage, la vaisselle, que ce soit le jardinage. Déjà, mon épouse aimait bien le jardinage. C'est pour ça que cet après-midi, on va aller au jardin thérapeutique. Elle aime bien les fleurs, elle arrose les fleurs, mais c'est tout. Tout ce qu'elle le fait d'elle-même. C'est-à-dire que si je lui demande, elle ne le fait pas. Il faut que ça vienne d'elle-même. Parcours d'aidant, j'étais surpris déjà de constater que mon épouse avait la maladie. Ensuite, j'étais un peu affolé. Comment faire pendant 6 mois? Déjà, la neurologue, il a fallu 3 mois pour avoir le résultat final. Et pendant 6 mois, j'étais seul. Donc je n'étais pas organisé. Aujourd'hui, je suis bien organisé, je suis mieux. J'ai connu l'association France Alzheimer qui m'a accueilli, si je puis dire, avec tous les bénévoles. Et franchement, là, je me suis senti soulagé et soutenu surtout. Si je peux le dire, c'est ma deuxième famille. J'ai ADMR qui vient aussi pour la faire travailler. Après, j'ai une orthophoniste qui vient aussi. Je dirais que ça s'améliore. Au bout d'un moment, on est fatigué. Quand on dort 1 heure, 2 heures par nuit, 3 heures, mon épouse se couchait très tôt, 20 heures, 19 heures, 1 heure du matin, elle était réveillée. Donc, elle commençait à vadrouiller dans la maison, à droite, à gauche. Moi, le premier lundi du mois, c'est un groupe de parole, donc avec tous les aidants. Donc, chacun donne ses idées, chacun raconte un peu, pas sa vie. Si au départ, on fait connaissance, mais on se donne des idées. Moi, je fais ceci, moi, je fais cela. Tu ferais bien de faire ceci, tu ferais bien de faire cela. On est devenus presque copains et copines, parce que maintenant, on se sent soulagé. Je me rencontré des gens qui sont dans le même cas que moi. Ça nous fait du bien et on a presque envie, personnellement, même je les aide. Je suis toujours en train de parler, toujours en train de rigoler. Ils ne comprennent pas que je rigole sans arrêt parce que... Le jardin thérapeutique, c'est réservé aux aidés. Sinon, ils vont mettre des chrysanthèmes au mois de novembre. Sinon, ils sèment des graines. Ils font du jardinage. Je sais qu'elle est entre bonnes mains. Donc, ça me permet justement d'avoir 1 heure de répit. Les aidants, les aidés peuvent être ensemble. Mais on ne parle pas de maladie. On fait des jeux. Puis après, chacun il raconte un petit peu ses bons moments, ses mauvais moments. Bon, puis on rigole. Et c'est ça qui est formidable, même pour les autres aidants, c'est de faire le maximum, de ne pas baisser les bras. Et voilà pour ce dernier témoignage que nous souhaitions vous partager au cours de cette visioconférence Droit et avantages à se reconnaître aidant. On va tout de suite passer à la phase des questions-réponses et pour cela, je vais inviter justement nos invités à me rejoindre à la caméra et au son pour pouvoir faire cette dernière partie de la visioconférence. Merci beaucoup Hélène Raza d'avoir assuré cette deuxième partie de visioconférence. On va demander à Anne Sibilou également de pouvoir nous rejoindre et Christelle Collot et Sylvie Parentin qui sont avec nous également dans cette salle de visioconférence. On va tous se retrouver pour cette partie de questions-réponses parce que je pense que selon les questions, vous allez peut-être pouvoir apporter des réponses un petit peu complémentaires. Donc merci à toutes d'être restées avec nous et merci à tout le monde bien sûr d'avoir participé activement à cette visioconférence. Le temps des questions-réponses, je vais vous proposer un petit sondage de fin de visioconférence. Alors bien sûr, le rendez-vous n'est pas terminé, il nous reste encore une dizaine de minutes ensemble, mais n'hésitez pas d'ores et déjà à nous faire le retour sur cette visioconférence des mardis de Agir Carco. Alors une première question qui est arrivée. Alors, comment faire
organisme sollicité si on souhaite un accompagnement pour être reconnu aidant. Concrètement, ça fait des années que l'on aide une personne, on sait soi-même que l'on est aidant, comment, quelle procédure suivre et dans quel ordre, à qui s'adresser pour être reconnu aidant. Si vous voulez, je peux apporter la première pierre et puis peut-être que je passerai la parole après. Hein. La première pierre, mais qui est plutôt symbolique, c'est l'attestation administrative auprès du conseil départemental, qui est en fait la manière d'ensuite ouvrir l'ensemble des portes. Ensuite, les dispositifs peuvent être différents selon les besoins que l'on a à mobiliser. Vous pouvez peut-être ajouter, Christelle, Sylvie, sur ces points-là. Moi, je veux bien aussi juste compléter. Hélène, vous avez raison, hein, il faut effectivement, on va dire, faire les démarches auprès du conseil départemental, puisque c'est lui hein, qui est le chef de file hein, pour tout ce qui est politique, personnes âgées, personnes handicapées. Maintenant, en fait, la première porte, on va dire, à ouvrir, c'est d'aller en fait soit vers alors la MDPH plutôt sur le profil en fait en fait, personnes en situation de handicap, on va dire adultes et enfants. Mais lorsqu'il concerne en fait les personnes de plus de 60 ans, c'est plutôt en fait soit ce qu'on appelle des CLIC, soit ce qu'on appelle des maisons de l'autonomie. Alors les CLIC, c'est les centres locaux d'information et de coordination. Si ça existe encore sur votre territoire, ça peut aussi prendre la forme d'espace senior autonomie. Enfin voilà, donc normalement le CCAS de votre commune est censé aussi pouvoir vous donner la bonne information et pouvoir en fait vous orienter vers la bonne, on va dire la bonne structure. Je passe la parole à Christelle ou peut-être Sylvie. Pour compléter du coup Anne et Hélène, si vous souhaitez aussi avoir plus d'informations justement sur ces différents points d'information, vous pouvez aussi voir nos 2 prochains webinaires, dont un qui est organisé le 2 septembre, vers qui se tourner en cas de besoin. Donc là, vous aurez vraiment la présentation de tous les dispositifs, justement, dont les points d'information qui sont les CLIC ou les maisons des aidants, mais aussi d'autres services comme vous avez les maisons des aidants ou les plateformes de répit qui peuvent vous accompagner aussi dans le quotidien. Un autre webinaire aussi est mis en place le 7 septembre, où là, vous pouvez trouver plus les solutions de répit qui permet justement de connaître tout ce qui est disponible sur les territoires, mais aussi tout ce qui est aide financière, logistique et tout ce qui est soutien psychologique et d'écoute. Et donc là, dans ces différents organismes, vous aurez justement la possibilité d'être vraiment reconnu en tant qu'aidant et d'avoir justement tous les conseils et les aides pour pouvoir avoir des informations en fonction de votre situation. Merci beaucoup pour ces informations. Je profite pour compléter également de ma part le programme des visioconférences des mardis de l'Agir Carco est disponible grâce au petit bouton bleu qui est apparu en haut de votre écran. Les visioconférences du mois de septembre ne sont pas encore mises en ligne, mais ne vous inquiétez pas, tout sera fait dans le courant de l'été. Vous retrouverez tout le programme qui reprendra à partir de la rentrée de septembre, bien sûr, et avec l'alternance des sujets, vous le savez, les danses, le bien-être, le bonheur, la prévention. Tout ça, on en reparlera bien sûr à partir de la rentrée de septembre. Et je vous informe également que vous pouvez retrouver tous les dispositifs et événements proposés par l'Agir Carco sur leur site internet www.agir-arco.fr, rubrique mes services et participer à un événement. Le lien figure dans le chat en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à pouvoir consulter ces informations dès à présent si vous le souhaitez. Nouvelle question pour vous. Alors merci à tout le monde d'avoir pu y répondre. Pour se reconnaître soi-même aidant, pour avoir la démarche intérieure de dire c'est bon, je suis aidant, je vais aller solliciter une aide, je vais aller faire cette démarche supplémentaire. Par quoi est-ce qu'on doit passer? On a eu plusieurs témoignages dans le chat. Une personne qui nous dit, nous sommes 3 sœurs qui intervenons chez la maman tous les week-ends à tour de rôle. Est-ce qu'on est considéré comme aidant? On a également des parents d'enfants qui sont à situation de handicap, mais qui ne se reconnaissent pas forcément aidants, simplement parents. Pour eux, c'est quelque chose de normal. Je reprends le terme qui est arrivé dans le chat. Comment est-ce qu'on définit soi-même que ça y est, on est aidant? Peut-être Hélène.
Moi, je veux bien prendre la parole. Hein. Donc, voilà. Comment on considère en fait que l'on est aidant, c'est vrai que c'est que la frontière entre aider. En fait, je pense que c'est dès lors qu'il y a de la régularité par rapport en fait à certaines aides administratives, aides du quotidien, faire les courses. Enfin, vous voyez, je pense que physiquement aussi, vous allez ressentir de la fatigue. Vous allez ressortir aussi donc de l'épuisement psychologique. Je pense que et puis vous allez aussi voir en fonction de la perte d'autonomie de votre maman. Je pense que ce qui est important en fait, c'est aussi encore une fois, on revient à ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire aller pousser la porte soit d'un clic, soit d'une maison de l'autonomie, soit d'une maison du répit, pas du répit, mais une maison des aidants, donc pour justement faire état de la situation de votre maman, puisque en fait cette démarche-là va aussi donc permettre de mettre en place une évaluation à domicile par rapport à sa perte d'autonomie, ce qui va permettre aussi donc de mettre en place un plan d'aide. Et c'est là aussi où vous allez peut-être, on va dire, être considérée comme aidante, c'est-à-dire que là vous allez pouvoir en fait être en complément des interventions à domicile. Voilà, donc moi, dès lors que vous vous posez la question, je pense que ça serait plutôt intéressant d'aller en fait voir les structures, on va dire les structures clés pour exposer votre situation et pouvoir définir en fait quel est l'état d'urgence ou pas, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vous aider. Peut-être que ça peut être tout au début en fait des aides ménagères. Effectivement, moi je rajouterais simplement qu'à partir du moment où la personne que vous aidez n'est pas en pleine santé, et que cela a un impact sur votre quotidien, que ce soit en charge mentale ou en charge physique, vous êtes aidant. Il n'y a pas de petite aidance ou de grande aidance. Il peut y avoir une aidance qui va vous prendre plus ou moins de temps, mais à partir du moment où cela a un impact sur votre quotidien, vous pouvez vous considérer aidant et effectivement aller pousser une porte pour identifier, selon la gravité de la situation que vous accompagnez, le niveau d'accompagnement que les dispositifs peuvent vous proposer. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. On a eu un autre témoignage dans le chat, une personne aidante qui a eu une situation assez compliquée à gérer, qui a mené sur une détresse psychologique pour elle, et une personne salariée d'une entreprise. Et donc ça a généré des arrêts de travail à cause de cette détresse justement psychologique, et l'entreprise a décrété un licenciement suite à ces absences répétées liées à cette activité d'aidant directement. Donc qu'est-ce qu'on peut proposer à cette personne comme accompagnement dans ces cas-là? En fait, le plus difficile, c'est de se déclarer au plus tôt aidant pour que la situation soit bien connue de l'entreprise. Idéalement aussi, la signaler auprès de la médecine du travail qui va pouvoir accompagner les aménagements pour éviter l'épuisement. C'est-à-dire que la problématique, c'est d'éviter, dans la mesure du possible, un absentéisme qui va être plutôt invisible uniquement derrière la case absence maladie et qui ne va pas effectivement protéger la personne. Alors que lorsque l'on mobilise un congé de proche aidant, par exemple, on va avoir une sécurité juridique que l'on n'a pas avec l'arrêt maladie, notamment dans les protections contre les licenciements. Maintenant, aujourd'hui, souvent, les personnes continuent à opter pour l'arrêt maladie. Alors malheureusement, effectivement, dans une situation extrême d'épuisement, on va se retrouver en situation d'arrêt maladie, mais même parfois avant de solliciter les congés de proche aidant pour une question d'indemnisation. Et c'est là où c'est un enjeu de sécurité financière sur lequel il va falloir que les dispositifs légaux progressent. Merci beaucoup. Est-ce que l'Agir Carco peut proposer, par exemple, un service de renseignement, d'accompagnement dans cette démarche pour les personnes qui sont actives et salariées des entreprises? Le service Agir Carco, effectivement, propose une démarche écoute, conseil, orientation. Donc, on invite les personnes salariées à se rapprocher de leur caisse de retraite complémentaire et de solliciter le service social de la caisse de retraite complémentaire auquel ils cotisent, où ils ont cotisé. Voilà, et nos collègues donc qui leur proposent donc une écoute attentive sauront les orienter et les conseiller par rapport à leur situation. Et alors, par quel biais est-ce qu'on peut se rapprocher de sa caisse de retraite complémentaire? Alors, soit par le biais de l'employeur, puisque la caisse de retraite complémentaire est sur le contrat de travail, donc se rapprocher du service RH de sa caisse de retraite complémentaire. Vous l'avez également certaines fois sur les fiches de paie, sur les prélèvements sociaux. Autrement, il y a un site d'Opli dont on laissera le lien sur
sur notre livret ressources qui vous permettra de définir votre caisse de retraite complémentaire. Vous y retrouverez également les coordonnées de vos caisses de retraite complémentaires. Merci beaucoup. On va terminer avec cette dernière question, du moins dernière remarque qui était arrivée dans le chat. Sur le parcours de l'accompagnement aidant, il y a bien sûr l'intégration du parcours médical de la personne aidée, qui est quelque chose de relativement lourd, hein, quelle que soit la pathologie, encore plus quand la pathologie est assez compliquée en elle-même à gérer. Ce parcours est très lourd et très long surtout. Est-ce qu'on peut avoir des accompagnements pour pouvoir aider à gérer ce parcours lorsqu'on est aidant? Est-ce qu'il y a des passe-droits que l'on peut avoir avec le statut d'aidant, ou est-ce que c'est simplement un accompagnement peut-être logistique pour sa mise en place? Est-ce que le fait d'être aidant, en fait, la question sous-jacente, à mon avis, c'est celle-ci, est-ce que le fait d'être aidant, d'être déclaré aidant, peut faire avancer les choses plus vite pour la personne aidée dans le cadre du parcours santé, par exemple? Anne, peut-être Son point médical. Par rapport à la santé, oui, effectivement, ça peut être se déclarer aidant, ça peut, enfin voilà. En fait, le fait de se déclarer aidant, c'est une prise de conscience. Enfin, c'est une prise de conscience de sa situation. C'est une prise de conscience en fait de l'accompagnement au quotidien de son proche. Donc, c'est aussi une prise de conscience de son épuisement. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais tout à l'heure dans le témoignage, en fait, dans le dernier témoignage, en fait, le monsieur le disait bien. Il dit en fait, je suis épuisé, je me lève toutes les nuits, je suis extrêmement fatigué. Donc, effectivement, dès lors qu'on se reconnaît aidant, je pense c'est bien sûr, on va pouvoir aussi être accompagné médicalement, donc par son médecin. Nous, au niveau, par rapport à l'Agir Carco, il peut y avoir aussi des programmes proposés en fait par les centres de prévention. Au niveau de la sécurité sociale, il peut y avoir aussi des choses qui peuvent être proposées. Et puis, il va y avoir aussi il peut y avoir aussi un accès par rapport à ce qu'on appelle donc les plateformes de répit, qui vont pouvoir aussi vous proposer un certain nombre de dispositifs qui auront forcément un impact aussi sur votre santé. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu totalement à la question de la personne, mais voilà. Bon, c'est effectivement, il vaut mieux se faire reconnaître. Ça va permettre en fait d'identifier un parcours à la fois pour l'aidant et pour l'aider, plutôt que de rester isolé. Merci beaucoup pour effectivement cette réponse, Anne, qui, à mon avis, correspondra quand même à ce que la personne attendait dans le chat. En tout cas, n'hésitez pas à nous en faire le retour. Merci à toutes et à tous d'avoir pu répondre à ce petit sondage. On va désormais pouvoir clôturer cette visioconférence et le mot de la fin, il est pour vous, Sylvie Parentin. Merci à toutes, bien sûr, d'avoir été avec nous, toutes les intervenants de cette visioconférence. Sylvie, pour la conclusion de cette visioconférence, je vous laisse la main. Merci. Donc, un grand merci à Anne Sibilo et Hélène Raza pour leurs interventions qui ont su mettre en lumière donc les avantages à se reconnaître aidant à chaque étape de votre parcours. Donc, nous espérons que cet échange vous aura apporté des pistes de réflexion et des solutions concrètes. Être aidant, c'est solliciter des accompagnements et accepter de prendre soin de soi pour mieux accompagner les autres. Donc, n'hésitez pas à mettre en pratique des outils partagés et aujourd'hui avec le livret qui est donc en pièce jointe sur le site Apivisio. Merci pour votre attention et puis nous vous retrouverons donc le mardi prochain, donc le 17 juin, sur la thématique du lien social, mes étapes de vie, mes relations, quels enjeux. Et puis n'oubliez pas notre 4e session aidant qui est intitulée donc aidant vers qui se tourner en cas de besoin, qui aura lieu le mardi 2 septembre à 10h. À présent, donc, nous vous proposons un quiz final de 5 questions. Merci à tous pour votre participation et à très bientôt. Merci beaucoup Sylvie Parentin. Effectivement, vous retrouverez le programme des mardis de l'Agir Carco toujours grâce au petit bouton bleu en haut de l'écran. Prochain rendez-vous consacré aux aidants dans le cadre de ces rendez-vous au mois de septembre. Comme je vous le disais tout à l'heure, les conférences seront mises en ligne dans le courant de l'été sur le site www.apivisio.com. Le dernier petit sondage de conclusion va arriver devant vos écrans et on va voir un petit peu si vous avez bien suivi peut-être quelques éléments de cette visioconférence. Première question, il y a 500 000 mineurs âgés de 5 ans ou plus
qui sont aidants. Vrai ou faux? À vous de nous répondre. Deuxième question, les étudiants aidants peuvent bénéficier d'aménagements pour faciliter la poursuite de leurs études. Vrai ou faux? Les droits aux congés spéciaux ouverts aux salariés aidants sont réservés aux salariés en CDI. Vrai ou faux? Et enfin, se reconnaître actif aidant permet de bénéficier de facilités d'indemnisation pour les jours d'absence. Encore vrai ou faux? Et dernière question, si vous êtes amené à accompagner un proche, êtes-vous prêt à solliciter une structure d'accompagnement? N'hésitez pas à vous positionner sur cette dernière question. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous dans cette salle de visioconférence. On remercie bien sûr beaucoup Hélène Raza et Anne Sibilo pour vos interventions et votre expertise au cours de cette visioconférence. Également Christelle Collot et Sylvie Parentin d'avoir été avec nous pour l'encadrement et l'organisation de cette visioconférence, les mots d'introduction et de conclusion. Bien sûr, de manière plus générale, toute l'équipe de l'Agir Carco ainsi que Frédéric Decher qui pilote ce projet sur l'Agir Carco à l'échelle nationale. Donc merci à toutes et à tous pour l'implication dans ces rendez-vous des mardis de l'Agir Carco. Vous retrouverez, comme vous l'aurez compris, le replay de cette visioconférence disponible pendant plusieurs mois sur le site www.happyvisio.com. Il sera en ligne dès la fin de la journée. Vous pouvez le retrouver via la rubrique replay une fois que vous êtes connecté sur notre site www.happyvisio.com. Vous renseignez votre adresse mail ainsi que votre mot de passe. Et ensuite, dans la rubrique replay sur la page d'accueil, vous pourrez retrouver cette visioconférence, le document qui a été présenté aujourd'hui ainsi que les documents qui présentent l'Agir Carco et ses actions, ainsi que différents contacts dont vous parlez Sylvie Parentin et Christelle Collot il y a quelques instants. Merci à tout le monde d'avoir pu répondre à ce dernier sondage de cette salle de visioconférence. On va désormais pouvoir le clôturer. Alors pour la réponse à ce sondage, il y a 500 000 mineurs âgés de 5 ans ou plus qui sont aidants. On va avoir la réponse dans quelques instants. Juste le temps pour moi de pouvoir remettre la main dessus. Est-ce qu'on sait, Anne Sibilo, Hélène Raza, s'il y a effectivement plus de 500 000 mineurs âgés de 5 ans qui sont aidants? Effectivement, c'est vrai sur cette question-là. Nous avons plus de 500 000 mineurs âgés de 5 ans qui sont aidants aujourd'hui. Merci beaucoup. La deuxième question, les étudiants aidants peuvent bénéficier d'aménagements pour faciliter la poursuite de leurs études. On l'a vu aujourd'hui dans cette visioconférence et personne ne s'y est trompé, effectivement, c'est vrai. La troisième question, les droits aux congés spéciaux ouverts aux salariés aidants sont réservés aux salariés en CDI. C'était faux, évidemment. La grande majorité d'entre vous avaient répondu correctement à cette question. Se reconnaître aidant permet de bénéficier de facilités d'indemnisation pour les jours d'absence. Une grande majorité a dit que c'était vrai. C'était bien le cas, vous me confirmez ? Oui, tout à fait. Et sur la dernière question, si vous êtes amené à accompagner un proche, êtes-vous prêt à solliciter une structure d'accompagnement? La majorité d'entre vous avaient répondu favorablement à cette question. Eh bien, merci à toutes et à tous d'avoir pu répondre à ce sondage et nous espérons que cette visioconférence vous aura permis d'en apprendre plus sur ce rôle d'aidant et sur les droits et avantages que vous pouvez valoriser de votre côté. Je rappelle que la démarche va donc partir de vous, comme l'a présenté Hélène et Anne au cours de ces visioconférences. Encore une fois, merci à toutes pour votre participation aujourd'hui à cette visioconférence. On vous retrouvera avec plaisir sur une prochaine conférence Happy Visio, bien sûr. Et dans le cadre des mardis d'Agir Carco, rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle visioconférence à 10h. Très belle journée à toutes et à tous et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.